Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer l'UFC 308 et surtout revenir sur ce qui s'est dit en conférence de presse. Et on parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. Mais avant de commencer, je voulais m'excuser pour la qualité du son qui ne sera peut-être pas parfaite aujourd'hui. Vous le savez, c'est les vacances scolaires, c'est toujours très compliqué d'enregistrer pendant cette période. Mais on fait ce qu'on peut, j'espère que vous apprécierez l'émission. Et nous sommes le lundi 28 octobre 2024. C'est le moment MMA. Soyez tous les bienvenus. Et on attaque avec le premier combat de la carte principale, Magomedov contre Petrosyan, pardon. Vous le savez, je ne suis pas le plus grand fan de Magomedov. Je pense qu'il va très vite plafonner. Mais en tout cas, samedi soir, il était là. Magnifique coup de poing retourné, double coup de poing retourné même. On ne voit jamais ça à l'UFC. En conférence de presse, il a déclaré que c'est quelque chose qu'il faisait beaucoup en kickboxing. Mais qu'en MMA, il ne l'avait pas encore fait parce qu'il avait peur de se faire contrer sur une amenée au sol. Plutôt intelligent de sa part. Il le fait en plus contre Petrosyan, dans un combat qui était clairement un combat de striking, donc ça a été très bien vu. Il a dit qu'il était même prêt à revenir dès la semaine prochaine, il veut être très actif, ça plaît à Dana White, on en reparlera un peu plus tard. Il a toujours dans un coin de la tête la carte en Chine à Macao, espérons pour lui que ça se fasse, surtout s'il n'est pas blessé. Pour la suite, il aimerait affronter Israel Adesanya, qu'il veut affronter depuis l'époque où les deux faisaient du kickboxing et où les deux tournaient sur le circuit chinois. Adesanya était une superstar là-bas, il l'a dit, il était très connu, très adoubé des Chinois, moi un peu moins, mais je voulais l'affronter. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il espère que ça se fera du coup à l'UFC, n'importe où, hein. Que ce soit en Australie ou aux États-Unis, lui il est prêt à aller affronter le Nigérian n'importe où. Et sinon, il voudrait affronter Marvin Vettori pour tester sa lutte, prouver à tout le monde surtout que sa lutte est au niveau. Ça, il le dit depuis qu'il est arrivé à l'UFC, depuis sa première victoire, il veut Vettori. Vettori l'a plutôt ignoré jusqu'à maintenant, mais l'UFC pourrait pourquoi pas essayer de le propulser. Ce serait risqué, mais au moins on saurait vraiment ce que vaut son grappling et sa lutte. Et sinon, comme il l'avait déjà dit, pourquoi pas affronter Kevin Holland. Et là, il cite aussi Michel Pereira. Je trouve que ça fait plutôt pas mal de sens. On avait ensuite Dan Ige contre Liron Murphy. Et j'ai trouvé qu'au début du combat, la pression et la puissance de frappe de Dan Ige avaient été un problème pour Murphy. Un peu moins par la suite parce que Ige n'a pas eu le jus pour continuer. Ça a permis à Murphy de refaire son retard. J'ai même cru que Ige allait perdre dans le deuxième round, hein. Il avait l'air complètement cuit. Par contre, comme il l'avait dit, il avait l'expérience et il a joué de son expérience pour aller chercher les scrambles, gagner un peu de temps, prendre des positions dominantes. Je pense que la différence s'est faite dans les dernières secondes du combat avec Murphy qui a été plus actif, qui a mis plus de frappes. Même dans les phases au sol, hein, Murphy arrivait à mettre un tout petit peu de dégâts, chose que ne faisait pas Dan Ige. Et Murphy n'a pas été ultra impressionnant, mais c'est encore une victoire. Et il reste invaincu à l'UFC. En conférence de presse, il a confié Murphy qu'au premier round, quand il s'est pris ce knockdown, il n'était pas déconnecté, c'était un flash. Il dit voilà, j'étais toujours là, j'avais pas mal, mon cerveau était toujours là. Je m'étais préparé à ça, je fais beaucoup de visualisation et je savais que contre Dan Ige, ça risquait de m'arriver. Donc je n'ai pas été surpris, mais c'est vrai que le coup était quand même assez puissant. Il espère revenir vite, il a 33 ans. On dit que 33 ans, c'est l'âge où tu es à ton prime en MMA, quand tu n'as pas été beaucoup blessé. Donc il veut profiter de ça. Il vise un retour fin février, sûrement contre Josh Emmett, si l'UFC lui donne la possibilité. Ce serait une très bonne opportunité pour lui. Et puis voilà, Murphy, c'est pas le mec le plus connu, hein, malgré qu'il soit invaincu. On lui a demandé si ça lui posait problème de passer un peu sous les radars. Bon, lui, il estime que c'est sa personnalité, c'est un gars qui est discret. Il pense que ses bonnes performances parleront pour lui et lui permettront d'être un peu plus populaire. Et puis surtout, en affrontant des combattants du top 10, son nom va être un peu plus cité et un peu plus mis en lumière. Je pense qu'il a raison là-dessus. Et puis, il pense être à 2 grosses performances de pouvoir demander sa chance pour la ceinture. Encore une fois, c'est vrai, s'il fait 2 performances moyennes, ce sera compliqué. Mais vraiment 2 gros KO, 2 grosses soumissions, là, c'est vrai que ça deviendrait très intéressant. Et puis pour revenir sur sa personnalité, moi ça me fait penser un peu à Movsar Evloev qui enchaîne les victoires, mais malheureusement pour lui il parle pas beaucoup, il n'est pas très présent sur les réseaux sociaux et du coup sa chance pour le titre semble mettre du temps à venir. On avait ensuite Ankalaev contre Rakic. Ankalaev lui aussi sa chance au titre mais du temps à venir, mais ça pourrait changer, on va en reparler tout à l'heure avec les déclarations de Dana White. Dans ce combat là j'ai été surpris, ça m'arrive jamais, mais quand j'ai vu la marche de Rakic vers l'octogone,
il dégageait une confiance, il dégageait une combativité. Je me suis dit, est-ce que les choses peuvent se jouer tout de suite? Est-ce que Rakic, c'est sa soirée, c'est son moment? C'est quelque chose que je ressens jamais d'habitude. Je vous avais dit en plus qu'Ankalaev était favori d'après moi. Bon, malheureusement pour Rakic, même s'il a été plutôt intelligent en début de combat, plutôt discipliné, il n'a pas été à la guerre. Surtout dans les rounds 1 et 2, le round 3, il s'est un peu plus perdu. Je pense qu'il a su qu'il était en retard. Et puis Ankalaev, avec cette pression, toujours il te met la pression. Je pense qu'à un moment, ça devient très dur à gérer. Ankalaev, excusez-moi, j'y arrive pas. Magomed Ankalaev, j'aime beaucoup son pied-point parce que c'est des basiques. Mais c'est un gaucher, il boxe comme un gaucher, il envoie cette jambe arrière au foie, il envoie son bras arrière au corps, il fait peser la menace du foie comme le font beaucoup de gauchers, comme on apprend à boxer au gaucher. Ses déplacements sont très intelligents, lui il fait un pas, Rakic en faisait 2 ou 3 pour sortir, donc forcément ça joue sur le cardio. Et puis il n'a pas arrêté de mettre cette pression jusqu'au bout. C'est même Rakic qui est venu un moment tenter un takedown. Ankalaev, lui, est resté debout. On en parlait la semaine dernière. Certains d'entre vous me disaient, ouais, Ankalaev, on parle de lui comme un lutteur, mais il ne fait quasiment que du striking. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il s'est imposé dans ce combat en ne restant que debout. Et puis en conférence de presse, il a confié qu'il pensait que Rakic allait être un peu plus offensif, mais que finalement, il a beaucoup reculé. C'était compliqué pour lui de lui mettre la main dessus. Et du coup, le combat n'a pas été très spectaculaire. Je peux comprendre que c'était frustrant pour lui. Mais sinon, il a déclaré que rien ne l'avait surpris dans le style de Rakic. Rakic a fait du Rakic. Il s'attendait à ça. Et voilà, il s'en sort bien dans ce combat-là. Il veut toujours affronter Pereira forcément. Mais il dit, moi, c'est pas que je veux affronter Pereira personnellement. C'est que c'est lui qui a la ceinture. Moi, je veux avoir la ceinture. Si demain Pereira perd la ceinture, je voudrais affronter le gars, le champion en titre, forcément. Et puis s'il devait affronter le Brésilien, il n'exclut pas d'aller chercher la lutte. Plutôt intelligent de sa part. Et puis il estime que Pereira ne le surprendrait pas, qu'il fait toujours la même chose, qu'il a un style qui est très lisible d'après lui. Il te met la pression et il envoie ce crochet gauche. C'est pas faux, on sait que Pereira, le problème c'est le crochet gauche, tout comme on savait que Cro Cop, le problème c'était le high kick gauche, et pourtant ça passait quand même, c'est la marque des grands, j'ai envie de dire. Moi aujourd'hui j'ai envie de voir Ankalaev affronter Pereira, très sincèrement. J'espère que l'UFC va arrêter de le faire attendre et va nous offrir ce combat. Ensuite on avait le co-main event, et quelle performance de Chimaev, il m'a bluffé. Franchement c'est un rouleau compresseur. Je vois pas qui va l'arrêter dans la catégorie. Franchement, cette lutte va être un problème pour tout le monde. Il va chercher le takedown super bas. Robert Whittaker, c'est pas n'importe qui. Ça défendait bien. Il le soumet, mais est-ce qu'on peut parler de soumission? C'est pas un étranglement. On a cru que c'était la mâchoire qui avait lâché. Robert Whittaker a déclaré que c'était les dents, qu'il avait un problème avec ses dents depuis qu'il était jeune. Il a eu une blessure tout jeune et les dents se redécalent très régulièrement. Ça lui était arrivé notamment contre Dricus du Plessis. Et là, l'autre lui a carrément fait reculer les dents. C'est impressionnant. Moi, je pense que Chimaev est prêt pour la ceinture. Il n'y a rien à dire. Tu fais ça à Robert Whittaker. Qu'est-ce que tu veux lui dire après? J'espère que l'UFC va lui donner sa chance. D'ailleurs, Dana White n'a pas exclu cette possibilité. On va y revenir tout à l'heure. En conférence d'après-combat, Chimaev a dit que c'était le plan de l'amener au sol. Il a suivi le plan. Il a senti un crack forcément. Il dit que c'était pas le but. J'étais pas là pour le blesser. Je respecte beaucoup Robert Whittaker. J'aime le champion qu'il a été. J'aimerais même un jour m'entraîner avec lui. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Donc pourquoi pas. Et j'espère que Chimaev vraiment va avoir sa chance à la ceinture parce que suite à ce qu'il a fait, moi ça m'a impressionné. Lui il a dit qu'il était prêt pour n'importe qui, prêt à affronter n'importe qui l'UFC lui mettrait en face. Concernant le combat, il pense que Robert Whittaker a été surpris par sa défense de low kick. Il explique qu'au début du combat, il a bloqué quelques low kicks et que sûrement Whittaker ne s'y attendait pas. Ça l'a peut-être un peu sorti de son game plan. Et puis il a souvent dit, lui, qu'il voulait 3 ceintures. On lui a demandé si c'était toujours le plan. Il dit bien sûr que oui. Si l'UFC me donne l'opportunité de monter, je vais monter pour aller en chercher une autre. Une fois qu'il sera déjà devenu champion chez les poids moyens, bien sûr. Mais tout dépend de l'UFC. Il n'a vraiment pas cherché à invectiver qui que ce soit. Il a même dit regretter certaines de ses sorties médiatiques d'il y a quelques années. Il explique que maintenant il est devenu père de famille, qu'il veut être un exemple pour son enfant, qu'il a pu parfois être un peu provoquant et qu'il le regrette. Maintenant, moi je trouve que ça fait partie de son personnage. Souvent les Dagestanais, les Tchétchènes, c'est des taiseux. Ils font parler d'eux surtout pour leur performance dans la cage. Lui, il réussit à faire parler de lui pour ses performances, bien sûr, mais aussi pour ce qui se faisait en dehors. Donc ça va être un peu moins le cas maintenant, mais il a créé son personnage. Donc ça y est, le train Chimaev est en route. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait du grappling de Dricus du Plessis, le champion. Il le dit avec le sourire, Robert Whittaker a réussi à l'amener au sol. Est-ce que tu penses que moi je vais pas réussir? Très sincèrement, c'est vrai. Je pense que s'il met la main sur Dricus, ça va être compliqué. Dricus a souvent dit que lui c'est un gros physique, que Chimaev était un poids welter et que contre lui il n'arriverait pas à l'amener au sol aussi facilement, etc. Je sais pas.
Duplessis n'arrête pas de nous surprendre, mais franchement, si Duplessis réussissait à se relever d'un takedown de Chimaev, je serais plutôt très surpris. Et on arrive enfin en main event. Holloway contre Topuria, belle performance de Topuria. À la fin du premier round, je me suis dit attention, on va voir son mental. Parce que le premier round était serré, l'un ou l'autre aurait pu l'emporter. On dit que quand c'est comme ça, c'est le champion qui repart avec le round en général. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. En plus, Holloway qui est connu pour être un diesel, là il a commencé fort dès le début. Bon bah le mental de Topuria est validé, il n'a pas lâché, il a eu un second round très compliqué. Hein, là, il a été beaucoup touché, mais il a fait preuve de patience, puis il a réussi finalement à finir Holloway. Il a eu l'instinct du tueur. Hein. Quand il a touché Holloway, ensuite il lui a sauté dessus pour le finir. Est-ce que Holloway n'aurait pas dû reculer et essayer de tourner quand il a pris le premier direct au visage, qu'il l'a fait un peu loucher? Est-ce qu'il n'a pas eu son ego qui lui dit « Oh attends, je suis touché, je vais lui montrer que je suis toujours là » et finalement il s'est fait de nouveau toucher et envoyé au tapis? Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais Holloway aurait peut-être dû essayer de faire traîner la montre un petit peu dans ce moment-là. En conférence de presse, Holloway il a dit que c'était vraiment le deuxième coup qu'il l'a envoyé au tapis, pas le premier. Il dit voilà, il m'a mis ce coup-là, je me suis retrouvé sur le dos, j'ai ouvert les yeux, il était sur moi. Donc je ne sais pas, mais peut-être que le combat s'est un peu joué là-dessus. Holloway aimerait revenir l'été prochain, il va prendre le temps de se remettre forcément. Quand tu dis que tu prends soin de la santé de ton cerveau suite à ce genre de chaos, tu vas laisser couler le temps, surtout qu'aujourd'hui Holloway il a de l'argent. Je pense qu'il n'a plus besoin de combattre pour vivre, en tout cas je lui souhaite. Il voudrait revenir chez les poids légers parce qu'il y a beaucoup de noms qui l'intéressent. Et puis voilà, mettre mon nom dans le mix, ça peut être intéressant pour tout le monde, c'est vrai. Si on lui donne sa chance contre Poirier, comme combat de retraite de Poirier, il dirait pas non. Il est à 0-2 contre Poirier. Hein. Poirier l'a battu 2 fois, donc il aimerait au moins réussir à le battre une fois. Et puis concernant Ilia, il a dit beaucoup de respect. Voilà, ça a été le meilleur homme ce soir. La seule chose qui retient, c'est que quand ils se sont retrouvés au sol, Topuria n'était pas si puissant que ça. Il s'attendait à plus, il a réussi à se relever. Maintenant, Topuria a réussi à l'avoir différemment et félicitations à lui. L'Espagnol, le Géorgien plutôt, lui, a déclaré qu'il n'avait que 27 ans, qu'il n'était pas pressé de revenir, qu'il allait construire sa carrière étape par étape. C'est plutôt intelligent, je trouve. Moi, je pense qu'il ne va pas prendre 1 an avant de revenir. Je pense, voilà, 6 mois. Je pense qu'on va le revoir peut-être en mois de mai, mois de juin. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. Avant d'arriver à l'UFC, il était connu pour son grappling. Son premier KO en carrière pro, il le met le combat juste avant d'entrer à l'UFC. On lui a demandé si ça avait été une stratégie de sa part de devenir maintenant quasiment qu'un striker. On a vu un peu son grappling à l'UFC, mais on voit surtout son striking. Et voilà, il déclare qu'avant, ce qui faisait sa force, c'était son grappling, c'était ses soumissions. Mais il s'est dit que très rapidement, ses adversaires allaient trouver la clé et que s'il n'avait pas les armes debout pour faire la différence, il allait plafonner. Il devait être un combattant complet. Il a compris qu'il avait de la puissance dans les poings et donc ça a été l'élément déclencheur. Il s'est mis à fond sur sa boxe et aujourd'hui, c'est devenu le magnifique striker qu'on connaît. Et puis, il n'a pas été arrogant en conférence de presse, mais il a dit que s'il pouvait être le premier à soumettre Islam Makhachev et que l'UFC lui donnait cette chance, il ne cracherait pas dessus. En tout cas, très belle performance de sa part. Je pense que ça va être un problème. J'ai pas envie de parler du plus grand poids plume de tous les temps. C'est toujours ça, dès qu'un mec prend une ceinture. Est-ce que c'est le meilleur de tous les temps? Je sais pas. Le temps nous le dira, mais en tout cas, pour l'instant, il est vraiment très impressionnant. Dana White, lui, nous a parlé de la suite pour Topuria et il dit que ça va être compliqué de dire non à Volkanovski. Volkanovski a toujours été là pour l'UFC quand il y avait besoin de quelqu'un parce qu'il manquait un main event, etc. Volkanovski disait toujours oui, un peu comme ce que fait Pereira aujourd'hui. C'est ce qu'il nous explique Dana White. Donc on comprend que Volkanovski, à mon avis, sera le prochain pour la ceinture. Il a aussi déclaré, Dana White, avoir beaucoup aimé le fait que Sharafutdin Magomedov veut être très actif. Il dit c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On comprend que Dana White l'a à la bonne. Il a aussi beaucoup aimé la performance d'Ankalaev. J'aurais pas cru, c'est bon signe pour Ankalaev. Je vous disais vendredi que Dana White nous expliquait que si Ankalaev faisait une belle performance, il lui donnait sa chance. Ça sentait pas très bon pour le Russe. Finalement, j'espère qu'il va être récompensé. Et puis on lui a aussi demandé, est-ce que Chimaev pourrait passer devant Sean Strickland? On a l'impression que là, ça y est, c'est signé. Sean Strickland contre Dricus du Plessis pour la ceinture. Et il a dit, je sais pas, faudra me rappeler cette semaine, on va voir ce qu'on peut faire. Si j'étais Sean Strickland, je ne serais pas très rassuré. On a aussi demandé à Dana White si Ilia Topuria pouvait tout de suite monter chez les poids légers. Il a répondu qu'il aime quand un gars nettoie sa catégorie avant de monter. Forcément, tout le monde va me dire, pour Conor McGregor, ça n'était pas le cas. Conor, c'est Conor. Pour le coup, je suis d'accord avec Dana White. Moi, j'aimerais qu'il défende au moins 2-3 fois sa ceinture. Pourquoi pas contre le vainqueur de Evloev contre Sterling. On a aussi Diego Lopez qui est là. Il semblerait que Volkanovski soit le prochain. Voilà. Moi, j'ai envie qu'il règne un peu chez les poids plumes avant de monter chez les légers. J'espère que les choses se passeront comme ça. Et puis concernant un éventuel événement en Espagne, ça va se faire. Dana White veut organiser.
Il explique, vous savez, il n'est pas fan de faire ça dans un stade, Dana White. Il préfère faire ça dans une arène fermée. Maintenant, il a dit que s'il n'avait pas le choix, parce que toutes les salles ont l'impression que tout est booké pendant des mois et des mois, s'il faut le faire dans un stade, il le fera, mais il espère trouver une autre solution. Et puis enfin, il assure que Oumar Nurmagomedov est le prochain pour Merab Dvalishvili. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est la méritocratie cette fois-ci. J'espère vraiment que ce combat aura lieu. Pour parler un peu d'autre chose, Israel Adesanya a mis une petite vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il est en train d'étudier Nassourdine Imavov. J'espère donc que c'est une bonne nouvelle pour le français. Ça va devenir une habitude maintenant, un petit moment jeu vidéo. Conor McGregor a déclaré qu'il voulait sortir un jeu de bare knuckle. Alors il a dit que ce sera de l'action rapide avec des coupures, des éclaboussures de sang et le son des coups de poing nus sur le crâne. Vous n'aurez jamais entendu ni vu ça auparavant dans un jeu vidéo. Ça peut être très bien, je ne sais pas si ça va être de la boxe bare knuckle ou juste un combat, un beat'em all comme on dit, un jeu de combat. Si c'est ça, franchement, il prend un truc qui risque de marcher. Ça fait des années qu'on n'a pas un jeu avec les graphismes d'aujourd'hui, un vrai jeu de bagarre comme on avait à l'époque. Ça me revient en tête le jeu The Warriors de Rockstar, pour ceux qui n'ont pas connu, ou qui ont connu plutôt, tiré du film, lui-même tiré du livre The Warriors, des gangs, pas d'armes à feu, que des coups de poing, des coups de pied. C'est des jeux qui étaient magnifiques sur PS2, PS1, il n'y avait que des jeux comme ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus, il y a toujours de la magie ou des épées ou des pistolets. Si McGregor fait revivre ça, franchement, ce serait super cool pour tout le monde. On retourne dans le monde réel maintenant avec Cédric Doumbé qui explique que tout le monde veut voir un combat entre lui et Baki, tout le monde veut voir la revanche. Il estime que le PFL n'a signé Baki que pour ça et que ce combat arrive en 2025. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Moi personnellement, vous savez, je ne suis pas le plus grand fan du PFL. Est-ce que je veux revoir ce combat? Pas forcément, je ne suis pas un fan des rematchs. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que ça va avoir lieu? Je ne sais pas. Vous me donnerez votre avis. Et ensuite, sinon, on a Dricus du Plessis qui a tweeté, qui a dit qu'il était désolé pour Robert Whittaker, que c'était une belle performance de Chimaev, mais qu'il était prêt à lui voler son zéro, donc à lui prendre son invincibilité. La réponse selon les déclarations de Dana White. Et puis Dustin Poirier, lui, a tweeté aussi en disant qu'il veut Max ou Topuria. Je pense qu'il a plus de chances quand même de prendre Max Holloway. Je vois pas Topuria monter pour prendre un combat qui n'est pas pour la ceinture. Je comprendrais pas trop. Par contre, Holloway contre Dustin Poirier, ça fait du sens hein, pour la BMF, je suppose. Peut-être qu'on va voir ce combat. Paddy Pimblett lui dit qu'il est très impatient de voir Ilia Topuria monter chez les lightweight et de le battre. Donc on sait qu'il y a eu une grosse embrouille entre les deux. Je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans quand il y avait eu l'UFC à Londres. Ils en étaient presque venus aux mains hein, en dehors de la cage. Donc Paddy Pimblett contre Topuria, mais encore une fois, hein, si ce combat a lieu, je pense que ce ne serait que pour une ceinture. Donc Paddy Pimblett doit continuer de grimper les échelons pour arriver jusqu'à la ceinture et puis que Topuria surtout continue de gagner et continue à conserver sa ceinture. Rafael Dos Anjos, lui en prélim, a perdu sur blessure. Hein, je ne sais pas si on parlait de tordu le genou, mais en tout cas il a le genou en vrac comme on dit. Il dit que forcément pour son 40e anniversaire, il aurait aimé mieux. C'est une défaite très compliquée et que durant toute sa carrière à l'UFC, c'est la 2e fois qu'il finit à l'hôpital après un combat. Donc ça aurait pu être pire. Et puis il dit qu'il sera de retour, ce n'est pas la fin de sa carrière. 40 ans, une blessure au genou, ça dépend ce que c'est. Hein. Mais ça peut être de très mauvais augure pour la suite. Et puis Sean Strickland, alors là, Dana White a laissé entendre que Chimaev pouvait lui passer devant. Donc il est sorti de ses gonds. Il a expliqué, voilà, comprenez une chose, c'est moi le prochain. Toi, tu vas faire la queue. Retourne en Tchétchénie et puis t'attends quelques mois. Ah non, attends, maintenant tu fais partie des Émirats Arabes Unis. Tu n'es plus admis en Tchétchénie. Mais tu pourras faire des scams de crypto-monnaie en attendant. J'ai pas la référence. Est-ce qu'il y a eu un scam de crypto-monnaie de la part de Chimaev? Je sais pas. Je suppose du coup. Mais bon voilà, Strickland c'était déjà pas le meilleur ami de Chimaev. Je pense que là s'il lui passe devant, par contre l'UFC ce sera un coup de génie. Tu fais passer Chimaev devant Strickland. Chimaev prend la ceinture et tu fais un Chimaev Strickland. L'autre il va faire que de l'insulter. Ça va être un truc de dingue. Ce sera un très bon coup marketing je pense. Écoutez, on a fait le tour de cet épisode un peu spécial. Hein. Je me répète, je m'excuse. Je vous fais ça pas à l'arrache, mais presque. Hein. Je voulais vraiment vous parler de cet événement et puis vous donner des actualités comme je le fais d'habitude. Tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Romain R qui me dit Dana White qui reproche à quelqu'un de ne penser qu'à l'argent, c'est un peu fort. Référence à Francis Ngannou, je vous renvoie à l'épisode de vendredi où Dana White estimait que Ngannou ne pensait qu'à l'argent. C'est vrai que Dana White, je pense que ce n'est pas le dernier pour ça. C'est plutôt bien vu, t'es pas le seul à me l'avoir dit. J'ai retenu ton message, mais vous êtes plusieurs à me dire c'est un peu fort de café comme on dit. TNSN qui me dit dans la Minute Auditeur, ça parle de contrôler les combattants pour le poids. Je pense à Pimblett, je crois qu'il est atteint de quelque chose
où il mange énormément. C'est pas sa faute, c'est un peu de la boulimie. C'est pas facile pour contrôler 600 combattants quasi en permanence. J'étais pas au courant. Merci pour l'information. Mais oui, en tout cas, ce sera pas facile de contrôler 600 combattants. C'est clair et net. Et ensuite, j'ai Gaëtan qui me dit Gigeli, Borraio, faut qu'il redescende un peu. Il a battu Cannonier, il se sent plus. Parce que Borraio disait vouloir affronter Adesanya. Ouais, je suis d'accord. Après, Borraio, tu bats Cannonier, tu arrives dans les conversations très intéressantes. Donc, Adesanya, je trouve quand même que ça fait une certaine logique pour lui. En plus, il demande Adesanya, franchement, il n'est pas arrogant, il n'est pas hautain. Il veut juste le combat. Donc, moi, je pense que c'est un combat qui fait quand même un peu de sens. Et puis ensuite, on a Christian qui me dit pas mal pour la malbouche. Contre le PFL, c'est une jalousie, surtout par rapport à Francis Ngannou. Mais il fait son argent à côté, même s'il ne combat jamais. John Jones, ce ne sera pas la fin du monde. Pour moi, Francis Ngannou reste le champion le plus effrayant que l'UFC a eu après Stipe Miocic. John Jones perd le combat face à Francis. C'est ça le véritable problème. En gros, tu me dis que si Ngannou n'affronte jamais John Jones, c'est pas la fin du monde. Et puis que surtout, Miocic, pour toi, est le plus grand de tous les temps. Je suis d'accord, Miocic a été effrayant. Après, Miocic, il a quand même régné à un moment où l'adversité était un peu moindre chez les lourds, même s'il a pris Cormier, attention, c'est pas n'importe qui. Il avait battu Overeem Junior dos Santos, non, c'était pas rien, il a battu Ngannou aussi. Je suis d'accord que Miocic, faut pas se dire, il a pris un KO contre Ngannou, il a disparu, sa carrière c'était de la merde. Je suis pas d'accord, il a une carrière de fou. J'ai beaucoup aimé ce combattant. J'espère que ça se passera bien contre John Jones. Et puis oui, après maintenant, de toute façon, là, Dana White en conférence de presse, il a dit qu'il n'aimait pas Ngannou. Il l'a dit clairement. Il a dit jusqu'à son premier combat contre Miocic, ça allait. Et après, j'ai vu qui il était vraiment. Et depuis, je veux plus avoir affaire à lui. Je veux pas faire de business avec lui. On ne travaillera plus jamais avec lui. Donc écoutez, on sait que maintenant les choses sont plutôt personnelles. Écoutez, merci d'avoir suivi l'émission, je vous remercie. J'espère qu'on pourra se retrouver cette semaine pour continuer à discuter de MMA. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Salut!